Le bon habit d'épargne, écrit par Napoléon Gilles. Le seul service durable que le père peut rendre à l'enfant est de l'aider à s'aider lui-même. L'homme est une combinaison de chair, d'os, de sang, de cheveux et de cellules cérébrales. Ce sont les matériaux à partir desquels il donne forme à sa propre personnalité par la loi de l'habitude. Conseiller d'économiser de l'argent sans décrire comment le faire serait comme dessiner un cheval et écrire en dessous « c'est un cheval ». Cela va de soi pour tous que l'économie d'argent est l'un des éléments essentiels pour le succès. Mais la grande question que se posent la plupart de ceux qui n'économisent pas est « comment puis-je le faire ?» Économiser de l'argent est uniquement une question d'habitude. C'est pourquoi cette leçon commence par une brève analyse de la loi de l'habitude. Il est littéralement vrai que l'homme, par la loi de l'habitude, modèle sa propre personnalité et par la répétition, tout acte accompli quelquefois devient une habitude. Une fois qu'une habitude est ancrée dans l'esprit, elle nous pousse volontairement à l'action. Par exemple, si vous empruntez un itinéraire spécifique pour vous rendre au travail tous les jours, très bientôt cela deviendra une habitude et votre esprit vous guidera automatiquement par cet itinéraire sans y penser. D'autre part, si vous commencez à avoir l'intention de voyager dans une autre direction, sans maintenir constamment l'idée du changement d'itinéraire à l'esprit, vous vous retrouverez à suivre l'ancien itinéraire. Les orateurs publics ont découvert qu'en racontant à maintes reprises une histoire basée sur une pure fiction, la loi de la coutume entre en jeu et très bientôt ils oublient si l'histoire est vraie ou non. Les murs de l'imitation construits par la coutume font que des millions de personnes passent leur vie dans la pauvreté et le besoin, car elles ont fait un usage destructeur de la loi de l'habitude sans comprendre ni la loi de l'habitude ni la loi de l'attraction, par laquelle les semblables attirent les semblables. Ceux qui restent dans la pauvreté réalisent rarement qu'ils sont là où ils sont en raison de leurs propres actes. Fixez dans votre esprit la pensée que votre capacité est limitée à un certain niveau de revenu et que vous ne gagnerez jamais plus que cela, car la loi de la coutume établira une limitation définitive de la somme que vous pouvez gagner. Votre esprit subconscient acceptera cette limitation et très bientôt vous ressentirez que vous glissez jusqu'à ce que finalement vous soyez tellement enveloppé par la peur de la pauvreté, l'un des 6 peurs de base, que l'opportunité ne frappera plus à votre porte. Votre ruine sera scellée, votre destin fixé. La formation de l'habitude d'économiser ne signifie pas que vous devez limiter votre capacité de gain, bien au contraire. Vous devez appliquer cette loi pour non seulement conserver de manière systématique ce que vous gagnez, mais aussi pour vous mettre sur le chemin de plus grandes opportunités et vous donner la vision, la confiance en vous-même, l'imagination, l'enthousiasme, l'initiative et le leadership pour réellement augmenter votre capacité de gain. En exprimant cette grande loi d'une autre manière, lorsque vous comprenez profondément la loi de l'habitude, vous pouvez vous assurer le succès dans le grand jeu de faire de l'argent en jouant des 2 extrémités de ce jeu contre la peur. En premier lieu, par la loi de l'objectif principal défini, vous établissez dans votre esprit une description précise et définie de ce que vous voulez, y compris le montant d'argent que vous avez l'intention de gagner. Votre esprit subconscient prend en charge cette image que vous avez créée et l'utilise comme un plan, une carte ou une feuille de route pour façonner vos pensées et actions en plan pratique pour atteindre l'objet de votre objectif principal ou but. Par la loi de l'habitude, vous maintenez l'objet de votre objectif principal défini fixé dans votre esprit de la manière décrite dans la leçon 2 jusqu'à ce qu'il soit fermement et définitivement implanté. Cette pratique éliminera la conscience de la pauvreté et établira à sa place une conscience de la prospérité. Vous commencerez à exiger la prospérité, à l'attendre, à vous préparer à la recevoir et à l'utiliser judicieusement, ouvrant la voie ou préparant le terrain pour le développement de l'habitude d'économiser. En second lieu, une fois que vous aurez augmenté votre pouvoir de gain, vous utiliserez davantage la loi de l'habitude en incluant dans votre déclaration écrite de votre objectif principal défini l'économie d'une somme déterminée de tout l'argent que vous gagnez. Ainsi, à mesure que vos revenus augmentent, vos économies augmenteront également proportionnellement. En vous poussant d'un côté à exiger une augmentation de vos revenus et de l'autre
à économiser systématiquement une certaine somme de tous vos revenus, vous établirez des habitudes mentales et financières qui vous mèneront inévitablement vers le succès financier. Bientôt, vous atteindrez le point où vous aurez éliminé toutes les limitations imaginaires de votre propre esprit et serez bien engagé vers l'indépendance financière. Rien n'est plus pratique ni plus facile à faire que cela. Inversez l'opération de la loi de l'habitude en établissant dans votre esprit la peur de la pauvreté, et très bientôt cette peur réduira votre capacité de gain au point où vous ne pourrez à peine gagner assez d'argent pour répondre à vos besoins actuels. Les éditeurs de journaux pourraient créer la panique en une semaine en remplissant leurs colonnes de nouvelles sur les échecs réels des entreprises du pays, même si peu d'entreprises, par rapport au nombre total existant, échouent réellement. Les prétendues vagues de criminalité sont largement le produit du journalisme sensationnaliste. Un seul cas de meurtre, lorsqu'il est exploité par les journaux du pays avec des titres effrayants, est suffisant pour déclencher une vague régulière de crimes similaires dans plusieurs localités. Après la répétition dans les journaux de l'histoire du meurtre de Hitman, des cas similaires ont commencé à être signalés dans d'autres parties du pays. Nous sommes victimes de nos habitudes, peu importe qui nous sommes ou quelle est notre vocation. Toute idée délibérément fixée dans l'esprit, ou toute idée permise de s'établir résultant de la suggestion, de l'environnement, de l'influence des associés, etc., est sûre de nous faire tomber dans des actes qui correspondent à la nature de l'idée. Formez l'habitude de penser et de parler de prospérité et d'abondance, et très bientôt la preuve matérielle de celle-ci commencera à se manifester sous la forme d'opportunités plus larges et nouvelles et inattendues. Les semblables attirent les semblables. Si quelqu'un se consacre aux affaires et a pris l'habitude de penser et de dire que les affaires sont mauvaises, les affaires auront cette caractéristique. Un pessimiste, tant qu'on lui permet de continuer son influence destructive pendant assez longtemps, peut détruire le travail de la moitié d'une douzaine d'hommes compétents, laissant à la dérive dans les esprits de ses associés la pensée de la pauvreté et de l'échec. Ne soyez pas ce genre d'homme ou de femme. L'un des banquiers les plus réussis de l'État de l'Illinois a une affiche accrochée dans son bureau privé qui dit « Ici, nous parlons et pensons seulement à l'abondance. Si vous avez une histoire de malheur, veuillez la garder car nous n'en voulons pas. » Aucune entreprise ne veut les services d'un pessimiste, et ceux qui comprennent la loi de l'attraction et la loi de l'habitude ne toléreront pas le pessimiste plus que le voleur rôdant dans leur lieu de travail. La raison en est qu'une personne de ce genre détruira l'efficacité de ceux qui l'entourent en laissant dans leurs esprits la pensée de la pauvreté et de l'échec. Dans des dizaines de milliers de foyers, le sujet général de conversation est la pauvreté et le besoin, et c'est exactement ce qu'ils reçoivent. Ils pensent à la pauvreté, en parlent, l'acceptent comme leur sort dans la vie, croyant que, comme leurs ancêtres étaient pauvres avant eux, ils doivent aussi le rester. La conscience de la pauvreté se forme comme résultat de l'habitude de penser et de craindre la pauvreté. Ce que j'ai eu jusqu'à présent m'est venu par l'esclavage de la dette. La dette est notre maître impitoyable, un ennemi fatal de l'habitude de l'épargne. La pauvreté seule est suffisante pour anéantir l'ambition, détruire la confiance en soi et éteindre l'espoir. Mais si on ajoute le fardeau de la dette, tous ceux qui sont victimes de ces deux maîtres de cérémonie cruels sont pratiquement condamnés à l'échec. Aucun homme ne peut mieux faire son travail, aucun homme ne peut s'exprimer en termes qui imposent le respect, aucun homme ne peut créer ou mener à bien un but défini dans la vie avec une lourde dette suspendue au-dessus de sa tête. L'homme qui est enchaîné dans l'esclavage de la dette est aussi impuissant que l'esclave attaché par l'ignorance ou par de vraies chaînes. L'auteur a un ami très proche dont les revenus sont de 1 000 $ par mois. Sa femme aime la société et essaie de faire étalage de 20 000 $ avec un revenu de 12 000 $, résultant souvent en une dette de 8 000 $ pour ce pauvre homme. Tous les membres de sa famille ont l'habitude de dépenser qu'ils ont hérité de leur mère. Les enfants et un adolescent sont maintenant en âge de penser à aller à l'université, mais c'est impossible en raison des dettes du père.
Le résultat est un désaccord entre le père et ses enfants qui rend toute la famille malheureuse et misérable. C'est terrible même d'envisager de vivre comme un prisonnier enchaîné à cause des dettes. L'accumulation de dettes est une habitude qui commence petit à petit et prend de l'ampleur lentement, pas à pas, jusqu'à ce qu'elle finisse par prendre le contrôle de l'âme elle-même. Des milliers de jeunes commencent leur vie matrimoniale avec des dettes inutiles pesant sur leur tête et ne parviennent jamais à se libérer de ce fardeau. Après que la nouveauté du mariage commence à s'estomper, comme c'est souvent le cas, le couple marié commence à ressentir la honte du manque, un sentiment qui grandit souvent jusqu'à conduire à un mécontentement ouvert l'un envers l'autre et finalement au tribunal du divorce. Un homme enchaîné par l'esclavage de la dette n'a ni le temps ni l'inclination pour établir ou travailler sur des idéaux, ce qui fait qu'il dérive avec le temps jusqu'à ce qu'il commence finalement à ériger des limites dans son propre esprit et à s'enfermer derrière les murs de la prison de la peur et de la dette dont il ne s'échappe jamais. Aucun sacrifice n'est trop grand pour éviter la misère de la dette. Pensez à ce que vous devez à vous-même et à ceux qui dépendent de vous, et décidez de ne devoir à personne. C'est le conseil d'un homme très réussi dont les premières opportunités ont été détruites par les dettes. Cet homme s'est réveillé suffisamment tôt pour se défaire de l'habitude d'acheter ce dont il n'avait pas besoin et, finalement, a ouvert la voie pour sortir de l'esclavage. La plupart des hommes qui développent l'habitude de la dette n'auront pas la chance de se ressaisir à temps pour se sauver, car la dette est quelque chose comme des sables mouvants, ayant tendance à entraîner sa victime de plus en plus dans la boue. La peur de la pauvreté est l'un des plus destructeurs des 6 peurs de base décrites dans la 3e leçon. L'homme qui s'endette irrémédiablement exprime de cette peur de la pauvreté, son ambition et sa confiance en soi sont paralysés, et il sombre progressivement dans l'oubli. Il existe 2 types de dettes qui sont si différents et méritent d'être décrits ici comme suit. 1. Les dettes contractées pour des luxes qui deviennent une perte morte. 2. Les dettes contractées dans le cadre du commerce professionnel ou commercial qui représentent un service ou une marchandise qui peut redevenir un actif. Le premier type de dette doit être évité. Le deuxième type peut être toléré, tant que celui qui contracte les dettes utilise son jugement et ne va pas au-delà des limites raisonnables. Au moment où l'on achète au-delà de ces limites, on entre dans le royaume de la spéculation, et la spéculation engloutit plus de victimes qu'elle n'enrichit. Pratiquement toutes les personnes qui vivent au-dessus de leurs moyens sont tentées de spéculer dans l'espoir de pouvoir récupérer en un seul tour de la roue de la fortune. Pour ainsi dire, toutes leurs dettes, la roue s'arrête généralement au mauvais endroit, et loin d'être libres de dettes, les personnes qui se livrent à la spéculation sont plus étroitement liées comme esclaves de la dette. La peur de la pauvreté brise la volonté de ces victimes qui se voient incapables de récupérer leur fortune perdue et, ce qui est plus triste, perdent toute ambition de se libérer de l'esclavage de la dette. Il est rare qu'un jour passe sans que nous ne lisions dans les journaux le récit d'au moins un suicide résultant de l'inquiétude des dettes. L'esclavage à elle seule provoque chaque année plus de suicides que toutes les autres causes réunies, ce qui est un léger indicateur de la cruauté de la peur de la pauvreté. Pendant la guerre, des millions d'hommes ont affronté les tranchées du front sans broncher, sachant que la mort pouvait les atteindre à tout moment. Ces mêmes hommes, lorsqu'ils font face à la peur de la pauvreté, se découragent souvent et, par pure désespérance qui paralyse leur raison, en viennent au suicide. La personne qui est libre de dette peut surmonter la pauvreté et atteindre un succès financier extraordinaire, mais si elle est enchaînée par les dettes, la réalisation n'est qu'une possibilité lointaine et jamais une probabilité. La peur de la pauvreté est un état d'esprit négatif et destructeur. De plus, un état d'esprit négatif a tendance à attirer d'autres états d'esprit similaires. Par exemple, la peur de la pauvreté peut attirer la peur de la mauvaise santé, et ces deux-là peuvent attirer la peur du vieillissement. De sorte que la victime se trouve plongée dans la pauvreté avec une mauvaise santé et vieillit réellement bien avant le moment où elle devrait commencer à montrer les signes du vieillissement. Des millions de tombes précoces et sans nom ont été remplies par cet état mental cruel, connu sous le nom de peur de la pauvreté.
Il y a moins d'une douzaine d'années, un jeune occupait un poste de responsabilité à la City National Bank de New York. En vivant au-dessus de ses moyens, il contracta une grande quantité de dettes qui lui causèrent des soucis jusqu'à ce que cette habitude destructrice commence à se manifester dans son travail et qu'il soit licencié de la banque. Il a trouvé un autre emploi avec moins d'argent, mais ses créanciers l'ont tellement humilié qu'il a décidé de démissionner et de partir dans une autre ville où il espérait les éviter jusqu'à ce qu'il ait accumulé assez d'argent pour payer ses dettes. Les créanciers ont une manière de retrouver les débiteurs, alors très vite, ils étaient sur les talons de ce jeune homme dont l'employeur a découvert sa dette et l'a renvoyé de son poste. Il a ensuite cherché en vain un emploi pendant 2 mois. Un soir glacial, il s'est dirigé vers le sommet d'un des hauts édifices de Broadway et s'est jeté dans le vide. La dette avait fait une autre victime. Comment dompter la peur de la pauvreté pour vaincre la peur de la pauvreté? Il faut prendre 2 mesures très concrètes. Tout d'abord, abandonner l'habitude d'acheter à crédit, puis payer progressivement les dettes contractées. En étant libéré de l'inquiétude de l'endettement, vous êtes prêt à renouveler les habitudes de votre esprit et à réorienter votre cours vers la prospérité. Adoptez comme partie de votre objectif principal, définir l'habitude de partenaire, une proportion régulière de vos revenus, même si ce n'est qu'un centime par jour. Très bientôt, cette habitude commencera à s'imposer dans votre esprit et vous serez vraiment heureux d'économiser. Toute habitude peut être abandonnée en construisant à sa place une autre habitude plus souhaitable. L'habitude de dépenser doit être remplacée par l'habitude d'économiser pour tous ceux qui atteignent l'indépendance financière. Il ne suffit pas d'interrompre une habitude indésirable, car ces habitudes ont tendance à réapparaître à moins que l'espace qu'elles occupent dans l'esprit ne soit occupé par une autre habitude de nature différente. L'interruption d'une habitude laisse un vide dans l'esprit, et cela doit être comblé avec une autre forme d'habitude, sinon l'ancienne reviendra revendiquer sa place. Tout au long de ce cours, de nombreuses formes psychologiques ont été décrites et l'étudiant a été invité à les mémoriser et à les pratiquer. Vous trouverez l'une de ces formules dans la 3e leçon dont le but est de développer la confiance en soi. Ces formules peuvent être assimilées pour devenir partie intégrante de votre machinerie mentale grâce à la loi de l'habitude si vous suivez les instructions d'utilisation qui les accompagnent. On suppose que vous vous efforcez d'atteindre l'indépendance financière. L'accumulation d'argent n'est pas difficile une fois que vous avez maîtrisé la peur de la pauvreté et développé à sa place l'habitude de l'épargne. L'auteur de ce cours serait très déçu d'apprendre qu'un étudiant a retenu l'impression que le succès se mesure uniquement en dollars. Cependant, l'argent représente un facteur important pour le succès et doit lui être accordé sa juste valeur dans toute philosophie prétendant aider les gens à être utiles, heureux et prospères. La vérité froide, cruelle et implacable est qu'à cette époque de matérialisme, un homme n'est qu'un grain de sable qui peut être emporté par n'importe quel vent des circonstances à moins qu'il ne soit retranché derrière le pouvoir de l'argent. Le génie peut offrir de nombreuses récompenses à ceux qui le possèdent, mais le fait demeure que le génie sans argent avec lequel l'exprimer n'est qu'un honneur vide et squelettique. L'homme sans argent est à la merci de l'homme qui en a, et cela indépendamment de ses compétences, de sa formation ou de l'ingéniosité naturelle dont il a été doté par la nature. Il n'y a pas moyen d'échapper au fait que les gens vous mesureront en fonction de votre solde bancaire, peu importe qui vous êtes ou ce que vous pouvez faire. La première question qui surgit dans l'esprit de la plupart des gens lorsqu'ils rencontrent un étranger est « Combien d'argent a-t-il » Si vous avez de l'argent, on vous accueille chez soi et on vous offre des opportunités commerciales. Toutes sortes d'attentions vous sont prodiguées. Vous êtes un prince et en tant que tel, vous avez droit au meilleur de la terre. Mais si vos chaussures sont usées au talon, que vos vêtements ne sont pas repassés, que votre col est sale et montre clairement les signes d'une économie appauvrie, malheur à vous, car la foule qui passe vous écrasera les pieds et vous jettera la fumée du manque de respect au visage. Ces déclarations ne sont pas agréables, mais elles ont une vertu, elles sont vraies. Cette tendance à juger les gens en fonction de l'argent qu'ils ont
ou de leur pouvoir de contrôler l'argent n'est pas limité à une seule classe de personnes. Nous avons tous un peu de cela, que nous le reconnaissions ou non. Thomas Edison est l'un des inventeurs les plus connus et respectés au monde. Cependant, il n'est pas faux de dire qu'il serait resté un personnage pratiquement inconnu et obscur s'il n'avait pas suivi l'habitude de conserver ses ressources et démontrer sa capacité à épargner. Henry Ford n'aurait jamais atteint la première base avec sa voiture 100 chevaux s'il n'avait pas développé dès son plus jeune âge l'habitude de l'épargne. De plus, si M. Ford n'avait pas préservé ses ressources et ne s'était pas retranché derrière son pouvoir, il aurait été englouti par ses concurrents ou par ceux qui voulaient avidement lui arracher son entreprise. Il y a déjà de nombreuses années, de nombreux hommes ont parcouru un long chemin vers le succès pour finir par trébucher et chuter sans jamais se relever en raison du manque d'argent. En temps d'urgence, le taux de mortalité annuel dans les affaires dû au manque de capital réservé aux urgences est considérable. À cette cause, plus d'échecs commerciaux sont attribués qu'à toutes les autres causes réunies. Les fonds de réserve sont essentiels au bon fonctionnement des entreprises. De même, les comptes d'épargne sont essentiels à la réussite des individus. Sans un fonds d'épargne, l'individu souffre de deux manières. Tout d'abord, en raison de l'incapacité à saisir les opportunités qui ne se présentent qu'à ceux ayant un peu d'argent liquide. Deuxièmement, par la honte due à une urgence inattendue nécessitant de l'argent liquide. On pourrait aussi dire que l'individu souffre d'un troisième aspect en ne développant pas l'habitude de l'épargne en raison du manque d'autres qualités essentielles pour le succès émergent de la pratique de l'habitude d'épargne. Les pièces de 5 et 10 centimes que le citoyen moyen laisse échapper, si elles sont économisées de manière systématique et mises à profit correctement, finiront par assurer l'indépendance financière. Faire de l'argent et économiser de l'argent est une science, mais les règles qui régissent l'accumulation d'argent sont si simples que n'importe qui peut les suivre. Le principal requis est la volonté de subordonner le présent au futur en éliminant les dépenses inutiles en luxe. La question qui surgira en premier est « Combien faut-il économiser ?» La réponse ne peut être donnée en quelques mots car la quantité à économiser dépend de nombreuses conditions, certaines sous notre contrôle et d'autres non. En général, un homme qui travaille pour un salaire devrait répartir ses revenus comme suit. Compte d'épargne 20%, nourriture, vêtements et dépenses de base 50%, éducation 10%, loisirs 10%, assurance vie 10%. Et ainsi, ils obtiendront 100%. Cependant, ci-dessous est indiquée la répartition approximative que l'homme moyen fait réellement de ses revenus. Compte d'épargne 0%, nourriture, vêtements et dépenses de base 60%, éducation 0%, loisirs 35%, assurance vie 5%. Et voilà, le total est de 100%. Sous le titre de loisirs sont inclus bien sûr de nombreuses dépenses qui ne sont pas vraiment récréatives, comme l'argent dépensé en boissons alcoolisées, dîners et autres articles similaires, qui peuvent en réalité miner la santé et détruire le caractère. Un analyste expérimenté des hommes a affirmé qu'il pourrait dire avec une grande précision, en examinant le budget mensuel d'un homme, quel genre de vie il mène, c'est-à-dire qu'il obtiendra la majeure partie de son information de la catégorie des loisirs. Par conséquent, c'est un élément qui doit être observé attentivement, tout comme le gardien d'une serre observe le thermomètre avec lequel il contrôle la vie et la mort de ses plantes. Ceux qui gèrent les circonstances du budget ont souvent une catégorie appelée « divertissement », qui dans la plupart des cas s'avère être néfaste car elle épuise considérablement les revenus. De plus, lorsqu'elle est prise en excès, elle affecte également la santé. Nous vivons actuellement à une époque où la catégorie « divertissement » est trop élevée dans la plupart des budgets. Des dizaines de milliers de personnes qui gagnent moins de 50 $ par semaine dépensent jusqu'à 1/3 de leurs revenus dans ce qu'elles appellent « divertissement », qui se présente dans une bouteille avec une étiquette douteuse coûtant de 6 à 12 $ le litre. Ces personnes imprudentes ne gaspillent pas seulement l'argent qui devrait aller dans un fonds d'épargne, mais ce qui est bien plus dangereux, elles détruisent le caractère et la santé. Rien dans cette leçon ne prétend être un sermon sur la morale ou sur tout autre sujet. Nous traitons ici de faits objectifs qui constituent en grande partie les matériaux de construction
à partir desquels le succès peut être créé. Cependant, c'est un endroit approprié pour exposer quelques faits qui ont une relation si directe avec le sujet de la réussite qu'ils ne peuvent être omis sans affaiblir l'ensemble de ce cours général et cette leçon en particulier. L'auteur de ce cours n'est ni un réformateur ni un prédicateur de la morale, car ce domaine d'effort utile est assez bien couvert par d'autres travailleurs compétents. Ce qui est exposé ici prétend donc être une partie nécessaire d'un cours de philosophie dont le but est de marquer un chemin sûr vers lequel on peut voyager vers un accomplissement honorable. En 1926, l'auteur s'est associé au regretté Don Raleigh-Mellett, qui était alors le rédacteur en chef du Canton, Ohio Daily News. M. Mellett s'est intéressé à la philosophie de la loi du succès, car elle offrait, à son avis, de bons conseils aux jeunes de 12 qui voulaient réellement réussir dans la vie. À travers les pages du Daily News, M. Mellett menait une lutte acharnée contre les forces du crime de Canton, avec l'aide de détectives et d'enquêteurs fournis en partie par le gouvernement de l'Ohio. En juillet 1926, M. Mellett a été assassiné dans une embuscade et 4 hommes, dont un ancien membre de la police de Canton, purgent désormais une peine de prison à vie à la prison d'État de l'Ohio pour ce crime. Pendant l'enquête sur les conditions du crime à Canton, tous les rapports parvinrent au bureau de l'auteur et les données décrites ici sont donc connues pour être absolument exactes. Un des responsables d'une grande usine industrielle, dont le salaire était de 6 000 $ par an, payait un contrebandier de Canton une moyenne de 300 $ par mois pour l'alcool, si on peut appeler cela de l'alcool, qu'il utilisait pour se divertir. L'épouse participait à ces divertissements qui avaient lieu dans leur propre maison. Un caissier de banque, dont le salaire était de 150 $ par mois, dépensait en moyenne 75 $ par mois en spiritueux, en plus de ce gaspillage impardonnable d'un salaire qui n'était pas très élevé. Au mieux, il voyageait à un rythme et avec une foule qui signifiait la ruine pour lui. Plus tard, le directeur d'une grande usine, dont le salaire était de 5 000 $ par an et aurait dû économiser au moins 125 $ par mois, n'économisait en réalité rien. Sa facture de contrebande était en moyenne de 150 $ par mois. Un policier, dont les revenus étaient de 160 $ par mois, dépensait plus de 400 $ par mois dans des scènes dans un bar de route voisin. D'où provenait la différence entre ses revenus légitimes et ses dépenses réelles est une question qui ne crédite pas la police. Un employé de banque dont les revenus, selon ce que l'on peut estimer à partir de ses déclarations fiscales des années précédentes, étaient d'environ 8 000 $ par an, avait une facture mensuelle de contrebande de plus de 500 $. Pendant les 3 premiers mois de ses activités, elles ont été vérifiées par les enquêteurs de Mellett. Un jeune travaillant dans un grand magasin avec un salaire de 20 $ par semaine dépensait en moyenne 35 $ par semaine avec un contrebandier. On supposait qu'il volait la différence à son employeur. Ce jeune homme attendait Oldman Trouble au coin de la rue, bien que l'auteur ne sache pas s'ils se sont déjà rencontrés. Un vendeur d'une compagnie d'assurance vie, dont les revenus n'étaient pas connus car il travaillait sur commission, dépensait en moyenne 200 $ par mois avec un contrebandier. Aucun enregistrement d'un compte d'épargne n'a été trouvé et on suppose qu'il n'en avait pas. Cette supposition a été confirmée plus tard, lorsque l'entreprise pour laquelle le jeune homme travaillait l'a arrêté pour détournement de fonds. Il dépensait sans aucun doute l'argent qu'il devait remettre à l'entreprise et purge maintenant une longue peine à la prison d'État de l'Ohio. Un jeune qui fréquentait l'école secondaire dépensait de grosses sommes d'argent en alcool, la quantité réelle ne pouvant pas être obtenue car il payait en espèces à mesure qu'il obtenait l'alcool. Les registres du contrebandier ne révélaient donc pas la quantité réelle. Plus tard, les parents de ce garçon l'ont enfermé pour le sauver de lui-même. On a découvert qu'il volait de l'argent d'un fonds d'épargne que sa mère avait caché quelque part dans la maison. Il avait volé et dépensé plus de 300 $ de cet argent lorsqu'il a été découvert. Lorsque cet auteur dirigeait un bureau de conférence dans 41 écoles secondaires, où il donnait une conférence une fois par mois pendant toute la saison scolaire, les directeurs de ces écoles secondaires déclaraient que moins de 2% des étudiants montraient une quelconque tendance à économiser de l'argent,
Un examen, réalisé à l'aide d'un questionnaire préparé à cet effet, a révélé le fait que seulement 5% des élèves, sur un total de 11 000 en âge d'assister à l'école secondaire, croyaient que l'habitude de l'épargne était l'un des éléments essentiels pour réussir. Il n'est pas étonnant que les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Appelez cela une affirmation socialiste si vous le souhaitez, mais les faits confirment sa précision. Il n'est pas difficile pour n'importe quel homme de devenir riche dans un pays de prodigues comme celui-ci, où des millions de personnes dépensent chaque centime qui passe entre leurs mains. Il y a de nombreuses années, avant que la vague actuelle de frénésie de dépenses ne se propage dans le pays, F.W.L. Swartz avait un moyen très simple de récupérer les pièces de 5 et 10 sans que des millions de personnes jetaient à la poubelle, et son système lui a rapporté plus de 100 millions de dollars en quelques années. Il est décédé, mais son système d'épargne de pièces de 5 cents se poursuit et son patrimoine continue de croître. Les magasins à 5 et 10 cents sont généralement peints avec une façade d'un rouge intense. C'est une couleur appropriée, car le rouge signifie danger. Chaque magasin à 5 et 10 cents est un monument frappant qui démontre qu'un des défauts cardinaux de cette génération est l'habitude de tout dépenser. Nous sommes tous victimes de cette habitude. Malheureusement, la plupart d'entre nous sont élevés par des parents qui n'ont aucune idée de la psychologie de l'habitude, et sans être conscients de leur culpabilité, la plupart des parents aident leurs enfants à développer l'habitude de la dépense par une indulgence excessive dans la dépense d'argent et par le manque de formation à l'habitude de l'épargne. Les habitudes de la petite enfance nous collent à la peau tout au long de notre vie. Un enfant chanceux est celui dont les parents ont la prévoyance et la compréhension de la valeur, comme bâtisseurs du caractère, de l'habitude de l'épargne. Inculquer cette habitude dans l'esprit de leurs enfants est un entraînement qui produit de riches récompenses. Donner à l'homme moyen 100 dollars qu'il n'anticipait pas recevoir, et que fera-t-il avec eux? Il commencera à penser à comment dépenser l'argent. Des dizaines de choses dont il a besoin ou pense avoir besoin lui viendront à l'esprit. Mais il est assez sûr qu'il ne lui viendrait jamais à l'idée, à moins qu'il n'ait acquis l'habitude de l'épargne, de faire de ces 100 dollars le début d'un compte d'épargne. Avant que la nuit ne tombe, il aura dépensé les 100 dollars, ou du moins, il aura décidé mentalement comment les dépenser, ajoutant ainsi plus de carburant à la flamme déjà trop brillante de l'habitude de dépenser. Nous sommes gouvernés par nos habitudes. Il faut de la force de caractère, de la détermination et du pouvoir de décision ferme pour ouvrir un compte d'épargne et y ajouter régulièrement, même une petite partie de tous les revenus ultérieurs. Il existe une règle par laquelle n'importe quel homme peut déterminer bien à l'avance s'il jouira ou non de la liberté et de l'indépendance financière universellement désirées par tous les hommes. Et cette règle n'a absolument rien à voir avec le montant de ses revenus. La règle est que si un homme suit l'habitude systématique d'épargner une partie définie de tout l'argent qu'il gagne ou reçoit d'autres manières, il est pratiquement sûr de se placer dans une position d'indépendance financière. S'il ne sauve rien, il est absolument sûr de ne pas être financièrement indépendant, jamais indépendant, peu importe combien sont ses revenus. La seule exception à cette règle est qu'un homme qui ne sauve rien pourrait hériter d'une somme d'argent si grande qu'il ne pourrait pas la dépenser, ou il pourrait l'hériter sous une fiducie qui la protégerait pour lui. Mais ces éventualités sont assez rares. En fait, vous ne pouvez pas compter sur ce miracle. Cet auteur a une relation assez étroite avec des centaines de personnes aux États-Unis et dans quelques pays étrangers. Depuis près de 25 ans, il a observé beaucoup de ses connaissances et par une expérience réelle comment ils vivent, parce que certains d'entre eux ont échoué tandis que d'autres ont réussi, et les raisons de l'échec et du succès. Cette liste de connaissances inclut des hommes qui contrôlent des centaines de millions de dollars et qui possèdent effectivement de nombreux millions qu'ils ont acquis. Il y a aussi des hommes qui ont eu des millions de dollars, tous passés entre leurs doigts, et qui sont maintenant sans argent, afin de montrer à l'étudiant de cette philosophie comment la loi de l'habitude devient une sorte de pivot sur lequel tourne le succès ou l'échec, et exactement pourquoi
Aucun homme ne peut devenir financièrement indépendant sans développer l'habitude de l'épargne systématique. Les habitudes de vie de certains de ces nombreux connaissances seront décrites. Commençons par une histoire complète, dans ses propres mots, d'un homme qui a gagné 1 million de dollars dans le domaine de la publicité, mais qui n'a maintenant rien à montrer pour ses efforts. Cette histoire est apparue pour la première fois dans l'American Magazine et est reproduite ici avec l'aimable autorisation des éditeurs de cette publication. L'histoire est vraie à tous égards et a été incluse comme partie de cette leçon parce que l'auteur de l'histoire, M. W.C. Freeman, est prêt à ce que ces erreurs soient rendues publiques dans l'espoir que d'autres puissent les éviter. J'ai gagné 1 million de dollars, mais je n'ai pas un centime. Bien qu'il soit honteux et humiliant de confesser publiquement une faute pendante qui a créé un problème dans ma vie actuelle, j'ai néanmoins décidé de faire cette confession pour le bien qu'elle peut apporter. Je vais faire table rase de la façon dont tout l'argent que j'ai gagné jusqu'à présent dans ma vie, qui approche du million de dollars, m'a échappé des mains. J'ai obtenu cette somme grâce à mon travail dans le domaine de la publicité, à l'exception de quelques milliers de dollars que j'ai gagnés à l'âge de 25 ans, en enseignant dans des écoles rurales et en écrivant des lettres de nouvelles dans quelques hebdomadaires et journaux du pays. Peut-être qu'un seul million ne semble pas être beaucoup d'argent de nos jours, avec des millions, voire des milliards. Cependant, c'est quand même une grosse somme d'argent. Si quelqu'un pense le contraire, qu'il compte 1 million. L'autre nuit, j'ai essayé de calculer combien de temps cela me prendrait pour le faire. J'ai découvert que je pouvais compter une moyenne de 100 par minute. Sur cette base, cela me prendrait 20 jours de 8 heures chacun, plus 6 heures et 40 minutes le 21e jour pour accomplir l'exploit. Je doute fort que si on nous donnait la tâche de compter 1 million de billets d'$1 avec, la promesse que tous seraient à nous, à la fin de ce temps, nous pourrions la terminer. Probablement, nous deviendrions fous et l'argent ne nous servirait à rien. Donc, permettez-moi de dire dès le début de mon histoire que je ne regrette pas une minute d'avoir dépensé 90% de l'argent que j'ai gagné. J'aimerais que quelque chose de ce 90% soit restitué en ce moment, ce qui me ferait sentir que j'aurais nié beaucoup de bonheur à ma famille et à beaucoup d'autres. La seule chose que je regrette, c'est d'avoir dépensé tout mon argent, et bien plus. Si j'avais aujourd'hui les 10% que j'aurais pu économiser facilement, j'aurais 100 000 dollars investis en toute sécurité et sans dette. Si j'avais cet argent, je me sentirais vraiment riche. Et je ne parle que de cela, car je n'ai jamais eu le désir d'accumuler de l'argent pour l'accumulation. Ces jours d'enseignement et de correspondance dans le journal m'ont apporté quelques préoccupations et responsabilités, mais je les ai affrontées avec optimisme. Je me suis marié à 21 ans avec l'approbation totale des parents des deux parties, qui croyaient pleinement à la doctrine prêchée par Henry Watcher, selon laquelle les mariages précoces sont des mariages vertueux. Juste un mois et un jour après mon mariage, mon père a eu une mort tragique. Il est mort asphyxié par le gaz du charbon, ayant été éducateur toute sa vie et l'un des meilleurs. Il n'avait pas accumulé d'argent. Lorsqu'il est sorti de notre cercle familial, il nous a tous unis et bien débrouillés d'une manière ou d'une autre, et c'est ce que nous avons fait. Outre le vide qu'a laissé la mort de mon père dans notre foyer, ma femme, ma mère, ma seule sœur et moi vivions ensemble. Nous avions une vie joyeuse, bien que ce fût très difficile de joindre les deux bouts. Ma mère, qui avait un talent et des ressources exceptionnelles, avait enseigné à l'école avec mon père jusqu'à ma naissance. Elle a décidé d'ouvrir notre maison à un couple qui était un vieux ami de la famille. Ils sont venus vivre avec nous et leur pension a contribué à payer les dépenses. Ma mère était connue dans le monde entier pour les merveilleux repas qu'elle servait. Plus tard, 2 femmes riches, amies de la famille, ont été accueillies chez nous. Ainsi, nos revenus ont augmenté. Ma sœur a beaucoup aidé en donnant des cours pour lesquels elle se réunissait dans le grand salon de notre maison avec des étudiants. Ma femme contribuait à la maison en s'occupant de la couture et des retouches. Ce sont des jours très heureux. Personne dans la maison n'était extravagant ou n'avait des tendances extravagantes, sauf peut-être moi-même,
car j'ai toujours eu tendance à être libre avec l'argent. J'aimais faire des cadeaux à la famille et régaler les amis. Lorsque le premier bébé, un garçon, est arrivé dans notre foyer, nous avons tous pensé que le ciel nous avait ouvert ses portes. Les parents de ma femme, qui se souciaient beaucoup de nos affaires et étaient toujours prêts à nous aider, se sont également réjouis de l'arrivée de leur premier petit-fils. Mon beau-frère, beaucoup plus âgé que ma femme et célibataire, ne pouvait pas comprendre au début la joie que nous ressentions, mais même lui a fini par se pavaner comme un fier paon après un certain temps. Quelle différence un bébé peut-il faire dans un foyer? J'introduis ces détails dans mon récit simplement pour souligner comment les premiers jours de ma vie ont été vécus. Je n'avais pas l'occasion de dépenser beaucoup d'argent, et pourtant j'avais autant de bonheur à cette époque que depuis lors. Ce qui est étrange dans tout cela, c'est que l'expérience de ces jours ne m'a pas appris la valeur de l'argent. Si quelqu'un a déjà eu une leçon pratique qui le guiderait dans l'avenir, c'est sans aucun doute moi. Mais laissez-moi vous raconter comment cette expérience précoce m'a affecté. La naissance de mon fils m'a inspiré à faire quelque chose qui me permettrait de gagner plus d'argent que ce que je gagnais en enseignant à l'école et en écrivant pour les journaux. Je ne voulais pas que ma femme, ma mère et ma sœur sentent qu'elles devaient continuer indéfiniment à contribuer au soutien du foyer. Un homme grand, fort et en bonne santé comme je l'ai toujours été, avec une capacité raisonnable, devrait se contenter d'être un rouage dans la roue. Pourquoi ne serais-je pas toute la roue en ce qui concerne le soutien de la famille? Suivant mon désir de gagner plus d'argent, je me suis lancé dans la vente de livres, en plus de donner des cours et d'écrire pour les journaux. Cela m'a permis de gagner assez d'argent supplémentaire. Finalement, j'ai quitté l'enseignement et me suis concentré sur la vente de livres et l'écriture pour les journaux. La vente de livres m'a conduit à Bridgeton, dans le New Jersey, où j'ai eu mon premier véritable départ financier. J'ai dû passer beaucoup de temps loin de chez moi pour faire ce travail, mais le sacrifice en valait la peine. En quelques semaines, j'ai gagné assez d'argent pour envoyer plus d'argent à la maison que ce que j'avais rapporté à la maison en une année avec mon enseignement à l'école et la correspondance pour le journal. Après avoir parcouru la région de Bridgeton, j'ai été intéressé par un journal de cette ville, le Morning Star. Il m'a semblé que le directeur et l'éditeur de ce journal avaient besoin d'un assistant. Je les ai appelés et leur ai dit « Ciel, jeune homme, comment puis-je t'embaucher? Je ne gagne pas assez d'argent pour subvenir à mes propres besoins. » « C'est vrai, dis-je. Je pense que ensemble, nous pouvons faire du Morning Star un succès. Voici ce que je ferai. Je travaillerai pour vous pendant 1 semaine pour $1 par jour. À la fin de la semaine, si j'ai bien fait mon travail, j'attendrai que vous me payiez $3 par jour pendant la 2e semaine. Et ensuite, si je continue à bien faire mon travail, j'attendrai que vous me payiez $6 par jour pendant la 3e semaine, et je continuerai ainsi jusqu'à ce que le journal gagne assez d'argent pour me payer $50 par semaine. Le propriétaire a accepté ma proposition. Au bout de 2 mois, on me payait $50 par semaine, ce qui était considéré comme un bon salaire à l'époque. J'ai commencé à sentir que j'étais sur la bonne voie pour gagner de l'argent, mais tout ce que je voulais, c'était rendre la vie de ma famille plus confortable. $50 par semaine, c'était 4 fois plus que ce que j'avais gagné en enseignant à l'école. Mon travail au Morning Star comprenait la rédaction d'éditoriaux peu brillants, la préparation de reportages ordinaires, la rédaction et la vente d'annonces avec assez de succès, la lecture d'épreuves, le recouvrement de factures, etc. Je devais travailler 6 jours par semaine, mais je pouvais le supporter car j'étais fort et en bonne santé, et en plus, le travail était très intéressant. J'ai également collaboré avec la correspondance du New York Sun, du Philadelphia Record et du Trenton NJ Times, ce qui m'a rapporté une moyenne de $150 par mois, car c'était un bon territoire d'information. Au Morning Star, j'ai appris une leçon qui a fini par changer le cours de ma vie. J'ai découvert qu'on pouvait gagner beaucoup plus d'argent en vendant de la publicité pour les journaux qu'en écrivant pour eux. La publicité conduit au moulin. Et si une campagne publicitaire dans le Star incluait un article sur l'industrie des huîtres du sud du New Jersey payé par les ostréiculteurs, qui m'a rapporté $3000 en espèces,
que l'éditeur a partagé avec moi à 50%, je n'avais jamais vu autant d'argent en une seule fois de toute ma vie. Pensez-y, 1500 $, soit 25% de plus que ce que j'avais gagné en 2 ans d'enseignement et de petits boulots. J'ai économisé cet argent, ou du moins une partie, je ne l'ai pas dépensé. À quoi bon? Il aurait pu être si utile pour être heureux avec ma femme, mon fils, ma mère et ma sœur. Je l'ai laissé partir beaucoup plus facilement que je ne l'aurais fait, mais ce n'aurait pas été une bonne chose si j'avais gardé cet argent pour un jour de pluie. Mon travail à Bridgeton a attiré l'attention de Sam Hudson, correspondant au New Jersey du Philadelphia Record, qui était un brillant exemple de ce type de journaliste dont le plus grand plaisir dans la vie est de faire des choses pour les autres. Sam m'a dit qu'il était temps pour moi de m'installer dans une grande ville, croyant que j'avais le potentiel pour réussir. Il a dit qu'il me trouverait un emploi à Philadelphie, ce qu'il a fait, et je suis déménagé avec ma femme et mon bébé à Germantown. On m'a confié le département de la publicité du Germantown Philadelphia Gazette, un journal hebdomadaire. Au début, je ne gagnais pas autant d'argent qu'à Bridgeton, car j'ai dû abandonner la correspondance pour le journal. Les nouvelles de cette section étaient couvertes par d'autres correspondants, mais très vite, je gagnais 25% de plus d'argent. Le Gazette a triplé de taille pour accueillir la publicité, et j'ai reçu une augmentation de salaire très substantielle. De plus, on m'a confié la tâche de rassembler des nouvelles sociales pour l'édition dominicale du Philadelphia Press. Bradford Mary, directeur de ce journal, qui est maintenant un important cadre de la presse à New York, m'a assigné une grande zone à couvrir. Cela me tenait occupé toutes les nuits de la semaine, sauf les samedis. On me payait 5 $ par colonne, mais j'avais en moyenne 7 colonnes chaque dimanche, ce qui me faisait gagner 35 $ de plus par semaine. J'avais plus d'argent à dépenser et je l'ai dépensé. Je ne savais rien sur la façon de budgéter mes dépenses. Je me contentais de les laisser venir comme elles venaient. Je n'avais pas le temps, ou je croyais ne pas avoir le temps, de surveiller mes dépenses. 1 an plus tard, on m'a invité à faire partie de l'équipe publicitaire du Philadelphia Press, une grande opportunité pour un jeune homme, car j'ai reçu une excellente formation sous la direction de William Klein, désormais propriétaire du Philadelphia Evening Bulletin. J'ai continué à conserver mon poste de rassembleur de nouvelles sociales, de sorte que mes revenus étaient pratiquement les mêmes que ce que j'avais gagné à Germantown. Mais peu de temps après, mon travail a attiré l'attention de James Elderson, rédacteur en chef de l'Old Saturday Night and Golden Days qu'il venait d'acheter à Philadelphie. On m'a offert et j'ai accepté la direction publicitaire de ce journal, ce qui a entraîné une forte augmentation de mes revenus. Peu de temps après, une heureuse augmentation de ma famille est survenue avec la naissance d'une fille. À ce moment-là, j'ai pu réaliser ce que je désirais depuis la naissance de mon fils, réunir ma famille sous le même toit. Ma femme, mes 2 bébés, ma mère et ma sœur étaient enfin ensemble. J'ai pu libérer ma mère de toute inquiétude ou responsabilité, et elle n'en a plus jamais eu jusqu'à sa mort à l'âge de 81 ans, 25 ans après la mort de mon père. Je n'oublierai jamais les paroles que Will m'a dites. « Tu n'as jamais causé un moment d'inquiétude depuis que tu es né, et je n'aurais pas pu demander plus que ce que tu m'as donné si j'avais été la reine d'Angleterre. » À ce moment-là, je gagnais 4 fois plus d'argent que mon père en tant que surintendant des écoles publiques dans ma ville natale de Billsburg, New Jersey. Tout l'argent, cependant, sortait de mes poches aussi facilement que l'eau passe à travers une passoire. Les dépenses augmentaient à chaque augmentation de revenus, comme c'est la coutume, je suppose, pour la plupart des gens. Cependant, il n'y avait aucune raison sensée de laisser mes dépenses dépasser mes revenus, et pourtant, c'est ce que j'ai fait. J'ai accumulé des dettes, et à partir de ce moment-là, je n'ai jamais cessé d'être endetté. Cependant, je ne m'inquiétais pas de mes dettes, car je pensais que je pouvais les rembourser à tout moment. Il ne m'est jamais venu à l'esprit, jusqu'à 25 ans plus tard, que la dette m'apporterait finalement non seulement une grande anxiété et du malheur, mais aussi la perte d'amis et de crédit. Mais je dois me donner une tape dans le dos pour une chose. J'ai donné libre cours à mon grand défaut de dépenser de l'argent aussi rapidement que je le gagnais, souvent plus rapidement, mais je n'ai jamais échappé à mon travail.
J'essayais toujours de trouver plus de choses à faire, et je les trouvais toujours. Je passais très peu de temps avec ma famille. Je rentrais à la maison pour dîner tous les soirs et je me reposais avec les bébés jusqu'à leur heure de coucher, puis je retournais au travail. Les années ont passé, une autre fille est arrivée. Maintenant, je voulais que mes filles aient un poney et un chariot, et que mon fils ait un cheval de selle. Ensuite, j'ai pensé que j'avais besoin d'un équipement pour nous transporter d'un endroit à l'autre avec ma famille, les conduisant dans un coupé fermé ou une voiture décapotable. J'ai obtenu tout cela au lieu d'un cheval et d'un chariot, ou peut-être d'une paire qui aurait suffi à nos besoins et que nous aurions pu nous permettre. J'ai dû avoir une écurie avec tout ce que cela impliquait. Cela m'a coûté presque un quart de mes revenus annuels. Ensuite, je me suis lancé dans le golf. C'était à mes 41 ans. Je me suis consacré au jeu autant qu'au travail, mettant tout mon cœur dedans. J'ai appris à jouer assez bien. Mon fils et ma fille aînée ont joué avec moi et ont également appris à bien jouer. Il était nécessaire que ma fille cadette passe l'hiver dans le sud et les étés dans les Adirondacks. Mais au lieu que sa mère ne parte qu'avec elle, il m'a semblé que ce serait bien que le fils et l'autre fille partent avec eux. Cet arrangement a été mis en place. Ils allaient à Paintsville, en Californie du Nord, tous les hivers, et dans des stations balnéaires dans les Adirondacks ou au New Hampshire, en été. Tout cela coûtait beaucoup d'argent. Mon fils et ma fille aînée étaient passionnés de golf et ils dépensaient beaucoup d'argent. Et si une campagne publicitaire dans le Star incluait un article sur l'industrie des huîtres du sud du New Jersey payé par les ostréiculteurs qui m'a rapporté 3 000 $ en espèces, que l'éditeur a partagé avec moi à 50%, je n'avais jamais vu autant d'argent en une seule fois de toute ma vie. Pensez-y, 1 500 $, soit 25% de plus que ce que j'avais gagné en 2 ans d'enseignement et de petits boulots. J'ai économisé cet argent, ou du moins une partie, je ne l'ai pas dépensé. À quoi bon? Il aurait pu être si utile pour être heureux avec ma femme, mon fils, ma mère et ma sœur. Je l'ai laissé partir beaucoup plus facilement que je ne l'aurais fait, mais ce n'aurait pas été une bonne chose si j'avais gardé cet argent pour un jour de pluie. Mon travail à Bridgeton a attiré l'attention de Sam Hudson, correspondant au New Jersey du Philadelphia Record, qui était un brillant exemple de ce type de journaliste dont le plus grand plaisir dans la vie est de faire des choses pour les autres. Sam m'a dit qu'il était temps pour moi de m'installer dans une grande ville, croyant que j'avais le potentiel pour réussir. Il a dit qu'il me trouverait un emploi à Philadelphie, ce qu'il a fait, et je suis déménagé avec ma femme et mon bébé à Germantown. On m'a confié le département de la publicité du Germantown Philadelphia Gazette, un journal hebdomadaire. Au début, je ne gagnais pas autant d'argent qu'à Bridgeton, car j'ai dû abandonner la correspondance pour le journal. Les nouvelles de cette section étaient couvertes par d'autres correspondants, mais très vite, je gagnais 25% de plus d'argent. Le Gazette a triplé de taille pour accueillir la publicité et j'ai reçu une augmentation de salaire très substantielle. De plus, on m'a confié la tâche de rassembler des nouvelles sociales pour l'édition dominicale du Philadelphia Press. Bradford Mary, directeur de ce journal, qui est maintenant un important cadre de la presse à New York, m'a assigné une grande zone à couvrir. Cela me tenait occupé toutes les nuits de la semaine, sauf les samedis. On me payait 5 $ par colonne, mais j'avais en moyenne 7 colonnes chaque dimanche, ce qui me faisait gagner 35 $ de plus par semaine. J'avais plus d'argent à dépenser, et je l'ai dépensé. Je ne savais rien sur la façon de budgéter mes dépenses, je me contentais de les laisser venir comme elles venaient. Je n'avais pas le temps, ou je croyais ne pas avoir le temps, de surveiller mes dépenses. 1 an plus tard, on m'a invité à faire partie de l'équipe publicitaire du Philadelphia Press, une grande opportunité pour un jeune homme, car j'ai reçu une excellente formation sous la direction de William Klein, désormais propriétaire du Philadelphia Evening Bulletin. J'ai continué à conserver mon poste de rassembleur de nouvelles sociales, de sorte que mes revenus étaient pratiquement les mêmes que ce que j'avais gagné à Germantown. Mais peu de temps après, mon travail a attiré l'attention de James Elderson, rédacteur en chef de l'Old Saturday Night and Golden Days, qu'il venait d'acheter à Philadelphie. On m'a offert et j'ai accepté la direction publicitaire de ce journal,
ce qui a entraîné une forte augmentation de mes revenus. Peu de temps après, une heureuse augmentation de ma famille est survenue avec la naissance d'une fille. À ce moment-là, j'ai pu réaliser ce que je désirais depuis la naissance de mon fils, réunir ma famille sous le même toit. Ma femme, mes 2 bébés, ma mère et ma sœur étaient enfin ensemble. J'ai pu libérer ma mère de toute inquiétude ou responsabilité, et elle n'en a plus jamais eu jusqu'à sa mort, à l'âge de 81 ans, 25 ans après la mort de mon père. Je n'oublierai jamais les paroles que Will m'a dites. « Tu n'as jamais causé un moment d'inquiétude depuis que tu es né, et je n'aurais pas pu demander plus que ce que tu m'as donné si j'avais été la reine d'Angleterre. » À ce moment-là, je gagnais 4 fois plus d'argent que mon père en tant que surintendant des écoles publiques dans ma ville natale de Billsburg, New Jersey. Tout l'argent, cependant, sortait de mes poches aussi facilement que l'eau passe à travers une passoire. Les dépenses augmentaient à chaque augmentation de revenus, comme c'est la coutume, je suppose, pour la plupart des gens. Cependant, il n'y avait aucune raison sensée de laisser mes dépenses dépasser mes revenus, et pourtant, c'est ce que j'ai fait. J'ai accumulé des dettes, et à partir de ce moment-là, je n'ai jamais cessé d'être endetté. Cependant, je ne m'inquiétais pas de mes dettes, car je pensais que je pouvais les rembourser à tout moment. Il ne m'est jamais venu à l'esprit, jusqu'à 25 ans plus tard, que la dette m'apporterait finalement non seulement une grande anxiété et du malheur, mais aussi la perte d'amis et de crédit. Mais je dois me donner une tape dans le dos pour une chose. J'ai donné libre cours à mon grand défaut de dépenser de l'argent aussi rapidement que je le gagnais, souvent plus rapidement, mais je n'ai jamais échappé à mon travail. J'essayais toujours de trouver plus de choses à faire, et je les trouvais toujours. Je passais très peu de temps avec ma famille. Je rentrais à la maison pour dîner tous les soirs, et je me reposais avec les bébés jusqu'à leur heure de coucher, puis je retournais au travail. Les années ont passé. Une autre fille est arrivée. Maintenant, je voulais que mes filles aient un poney et un chariot, et que mon fils ait un cheval de selle. Ensuite, j'ai pensé que j'avais besoin d'un équipement pour nous transporter d'un endroit à l'autre avec ma famille, les conduisant dans un coupé fermé ou une voiture décapotable. J'ai obtenu tout cela, au lieu d'un cheval et d'un chariot ou peut-être d'un paire, qui aurait suffi à nos besoins et que nous aurions pu nous permettre. J'ai dû avoir une écurie avec tout ce que cela impliquait. Cela m'a coûté presque un quart de mes revenus annuels. Ensuite, je me suis lancé dans le golf. C'était à mes 41 ans. Je me suis consacré au jeu autant qu'au travail, mettant tout mon cœur dedans. J'ai appris à jouer assez bien. Mon fils et ma fille aînée ont joué avec moi et ont également appris à bien jouer. Il était nécessaire que ma fille cadette passe l'hiver dans le sud et les étés dans les Adirondacks. Mais, au lieu que sa mère ne parte qu'avec elle, il m'a semblé que ce serait bien que le fils et l'autre fille partent avec eux. Cet arrangement a été mis en place. Ils allaient à Paintsville, en Californie du Nord, tous les hivers, et dans des stations balnéaires dans les Adirondacks ou au New Hampshire en été. Tout cela coûtait beaucoup d'argent. Mon fils et ma fille aînée étaient passionnés de golf et ils dépensaient beaucoup d'argent. J'ai aussi dépensé beaucoup sur les terrains de golf de New York. Entre nous trois, nous avons remporté 80 prix, dont la plupart sont maintenant stockés. Un jour, j'ai pris le temps de calculer ce que ces récompenses m'avaient coûté. J'ai découvert que chaque trophée avait coûté 250 $, soit un total de 45 000 $ sur une période de 15 ans, soit une moyenne de 3 000 $ par an. Ridicule. Je n'ai pas hésité à être généreux chez moi. Les gens de Montclair pensaient que j'étais millionnaire. J'invitais souvent des groupes d'hommes d'affaires à passer une journée de golf au club, puis à dîner chez moi le soir. Ils se seraient contentés d'une simple saine maison, mais je n'avais pas à leur servir un événement élaboré organisé par un célèbre fournisseur. Ces dîners ne coûtaient jamais moins de 10 $ par assiette, sans compter l'argent dépensé en musique pendant le dîner, et un quatuor de musiciens noirs venait souvent à la maison. Notre salle à manger pouvait confortablement accueillir 20 personnes et était souvent pleine. Tout était très agréable, et j'étais heureux d'être leur hôte. En fait, je me sentais très heureux à ce sujet.
Je n'ai jamais pris le temps de réfléchir à la rapidité avec laquelle j'accumulais des dettes. Le jour est venu où elles ont commencé à me déranger beaucoup. Un mois, j'avais accueilli tellement d'invités au club de golf, payant les déjeuners, les cigares et les frais de terrain, que ma facture s'élevait à 450 $. Cela a attiré l'attention des directeurs du club, qui étaient tous de bons amis à moi et se préoccupaient beaucoup de mon bien-être. Ils ont insisté pour me dire que je dépensais trop d'argent et souhaitaient, pour mon bien, que je contrôle mes dépenses. Cela m'a donné une petite secousse et m'a fait réfléchir sérieusement. Assez pour me débarrasser de mes chevaux et de mes pièges. Un grand sacrifice, bien sûr. J'ai quitté notre maison et déménagé en ville, mais je n'ai laissé aucune facture impayée à Montclair. J'ai emprunté de l'argent pour les payer, et il m'a toujours été facile d'obtenir tout l'argent dont j'avais besoin, malgré mes lacunes financières bien connues. 2 notes en marge sur mon expérience au cours de mes 40 années de carrière. En plus de dépenser de l'argent de manière insensée et peut-être imprudente, je le prêtais avec la même abandon. En nettoyant mon bureau à la maison, avant de déménager en ville, j'ai examiné un ensemble de factures impayées d'un total dépassant les 40 000 $. C'était de l'argent donné à n'importe qui se présentait. Je les ai toutes déchirées, mais je me suis rendu compte que si j'avais cet argent en main, je ne devrais rien à personne. Un des hommes d'affaires prospères que j'avais souvent gâté et qui m'avait également m'a dit « Billy, je dois arrêter de sortir avec toi. Tu dépenses trop d'argent pour moi. Je ne peux pas suivre ton rythme. Réfléchis-y. » Ces paroles venaient d'un homme qui gagnait plus d'argent que moi, et j'aurais dû le prendre en compte, mais je n'en ai rien fait. J'ai continué à dépenser de la même manière, pensant bêtement que je m'amusais et sans penser à l'avenir. Cet homme est maintenant l'un des vice-présidents d'une des plus grandes institutions financières de New York, et l'on dit qu'il vaut plusieurs millions de $. J'aurais dû suivre son conseil. À l'automne 1908, après ma désastreuse expérience de 6 mois dans un autre secteur d'activité, suite à ma démission de l'organisation Hertz, j'ai repris le travail journalistique en tant que directeur de la publicité pour le New York Mail. J'avais rencontré Henry le Student, le propriétaire et éditeur à l'époque de Philadelphie, lorsque j'étais correspondant politique pour le Presse. Malgré les dettes qui me tourmentaient, j'ai fait le meilleur travail de ma vie au Mail et gagné plus d'argent pendant les 5 années où j'ai été associé à lui que je n'en avais gagné auparavant. De plus, M. Stewart m'a accordé le privilège de syndiquer des discours publicitaires qui paraîtraient dans son journal pendant 1000 jours consécutifs, ce qui m'a rapporté plus de 55 000 $. M. Stewart était très généreux, à bien des égards, et me payait souvent des sommes spéciales d'argent pour faire ce qu'il considérait comme des choses inhabituelles pour développer l'entreprise. Pendant cette période, j'étais tellement endetté que, pour que les choses fonctionnent aussi bien que possible, sans réduire le moindre de mes frais, j'empruntais de l'argent à Pierre pour payer à Paul, et à Paul pour payer à Pierre. La somme de 55 000 $ gagnée grâce à la syndication des discours publicitaires aurait largement remboursé toutes mes dettes et aurait également laissé un bon pactole. Cependant, tout a été dépensé aussi facilement que si je n'avais aucune préoccupation dans le monde. En 1915, j'ai pris mon indépendance dans le domaine de la publicité. De ce moment jusqu'au printemps 1922, mes honoraires ont atteint des chiffres très élevés. Je continuais à gagner plus d'argent que jamais et le dépensais aussi rapidement que je le gagnais, jusqu'à ce que finalement mes amis se lassent de me faire des prêts. Si j'avais montré la moindre inclination à freiner mes dépenses, même de 10%, ces hommes merveilleux auraient été prêts à partager avec moi à 50%, me permettant de payer 5% et d'économiser 5%. Ce n'était pas tant le remboursement de l'argent qu'ils m'avaient prêté qui leur importait, mais ils voulaient me voir me remettre sur pied. Le choc dans mes affaires est survenu 5 ans plus tard. 2 amis qui m'avaient loyalement soutenu se sont impatientés et m'ont dit franchement que j'avais besoin d'une leçon radicale. Ils m'ont obligé à me déclarer en faillite, ce qui a failli briser mon cœur. J'ai senti que toutes les personnes que je connaissais me montraient du doigt avec dédain. C'était une grande sottise. Bien que les commentaires n'étaient pas du tout hostiles, ils exprimaient un profond regret pour le fait qu'un homme qui avait atteint un tel prestige dans sa profession
et avait gagné autant d'argent se soit permis de tomber dans des difficultés financières. Fier et sensible jusqu'à la moelle, je ressentais le malheur de la faillite avec une telle intensité que j'ai décidé d'aller en Floride, où j'avais déjà effectué un travail spécial pour une cliente. Il me semblait que c'était le prochain Eldorado. Je pensais que peut-être je pourrais gagner assez d'argent en quelques années pour pouvoir revenir à New York, non seulement avec une compétence, mais avec assez pour payer toutes mes dettes intégralement. Pendant un certain temps, il semblait que j'allais réaliser cette ambition, mais j'ai été pris dans le grand effondrement immobilier. Alors me voilà de retour dans la vieille ville où j'avais autrefois un grand pouvoir d'achat et des centaines d'amis et de sympathisants. Ce fut une expérience étrange. Une chose est sûre, j'ai enfin appris ma leçon. Je suis sûr que des opportunités se présenteront pour me racheter et que je retrouverai la capacité de gagner de l'argent. Et quand ce moment viendra, je sais que je pourrai vivre aussi bien qu'avant avec 40% de mes revenus. Ensuite, je diviserai les 60% restants en deux parties, réservant 30% pour rembourser mes créanciers et 30% pour les assurances et les économies. Si je me permettais de me sentir déprimé par mon passé ou de remplir mon esprit de préoccupation, je ne serais pas capable de continuer à me battre pour avancer. De plus, ce serait ingrat envers mon Créateur de m'avoir doté d'une santé merveilleuse tout au long de ma vie. Y a-t-il une bénédiction plus grande? Ce serait ingrat envers la mémoire de mes parents, dont la formation magnifique m'a maintenu solidement ancré dans des normes morales. Glisser des amarres morales est infiniment plus grave à la fin que de glisser de la norme d'épargne. Je manquerai également de remercier pour le stimulus et le soutien que j'ai reçu en abondance de la part de centaines d'entrepreneurs et de nombreux bons amis qui m'ont aidé à construire une bonne réputation dans ma profession. Ces souvenirs sont le soleil de ma vie, et je les utiliserai pour préparer le chemin de mes réalisations futures avec une abondance de santé, une foi inébranlable, une énergie infatigable, un optimisme incessant et une confiance illimitée en qu'un homme peut remporter sa bataille, même s'il commence tard dans la vie à réaliser le type de lutte qu'il doit mener. Il y a quelque chose de plus que la mort pour l'arrêter. L'histoire de M. Freeman est la même que pourraient raconter des milliers d'autres hommes qui ne mettent rien de côté, à l'exception que les montants de leurs revenus varieront. La manière de vivre, la façon de dépenser l'argent et le pourquoi, tel que raconté dans le récit de M. Freeman, montre le fonctionnement de l'esprit du dépensier. La compilation de statistiques sur les revenus et les dépenses familiales de plus de 16 000 familles d'hommes, analysées par l'auteur, a révélé quelques données qui seront utiles aux personnes souhaitant budgétaire leurs revenus et dépenses sur une base de travail pratique, solide et économique. Les revenus moyens vont de 100 à 300 $ par mois. L'allocation budgétaire couvrant les revenus de ces deux montants devrait être approximativement la suivante. Une famille de 2 personnes avec un revenu de 100 $ par mois devrait pouvoir mettre de côté au moins 10 à 12 $ par mois pour l'épargne. Le coût du logement ou du loyer ne doit pas dépasser 25 à 30 $ par mois. Les dépenses alimentaires devraient être d'environ 25 à 30 $. Les vêtements devraient rester dans une fourchette de 15 à 20 $ par mois. Les dépenses de loisirs imprévus devraient être maintenues à environ 8 à 10 $ par mois. Une famille dont les revenus sont de 100 $ par mois, si ses revenus augmentent à 125 $, devrait économiser au moins 20 $ de cette somme. Une famille de 2 personnes avec des revenus de 150 $ par mois devrait budgéter ses fonds de la manière suivante. Épargne, 25 $, logement ou loyer, 35 à 40 $, alimentation, 35 à 40 $, vêtements, 20 à 30 $, loisirs, 10 à 15 $. Avec un salaire de 200 $ par mois, le budget devrait être le suivant. Épargne, 50 $, logement ou loyer, 40 à 50 $, alimentation, 35 à 45 $, vêtements, 30 à 35 $, loisirs, 15 à 20 $. Une famille de 2 personnes avec un revenu de 300 $ par mois devrait répartir les revenus à peu près comme suit. Épargne, 55 à 65 $, logement ou loyer, 45 à 60 $, alimentation,
45 à 60 $, vêtements, 35 à 45 $, loisirs et éducation, 50 à 75 $. Certains pourraient argumenter qu'une famille de 2 personnes gagnant 300 $ par mois pourrait vivre aussi bon marché qu'une famille gagnant seulement 100 ou 125 $. Cependant, cela n'est pas tout à fait correct, car celui qui a la capacité de gagner 300 $ par mois devrait généralement s'associer à des personnes qui ont une meilleure apparence et plus de divertissement nécessaire. Un homme célibataire gagnant 100, 150 ou 300 $ par mois devrait économiser considérablement plus que ce qu'un homme avec une famille pourrait économiser avec les mêmes montants. En règle générale, un homme célibataire sans personne à charge et sans dette devrait vivre avec un budget de 50 $ par mois pour le logement et la nourriture, et ne pas dépasser 30 $ par mois pour les vêtements, et peut-être 10 pour les loisirs. Ces montants pourraient être légèrement augmentés dans le cas de quelqu'un gagnant 150 ou 300 $ par mois. Un jeune qui vit hors de chez lui et dont les revenus hebdomadaires sont de 20 $ devrait économiser 5 $ de cette somme, le reste devant couvrir les dépenses alimentaires, le logement et les vêtements. Une jeune fille vivant hors de chez elle, avec les mêmes revenus, aurait besoin d'une allocation légèrement plus élevée pour les vêtements, car les vêtements féminins sont plus coûteux que ceux des hommes, et il est généralement impératif que les femmes prennent plus soin de leur apparence que les hommes. Une famille de 3 membres pourra économiser beaucoup moins que les montants qu'une famille de 2 membres pourrait économiser. Cependant, sauf dans de rares exceptions, comme dans les cas où la famille a des dettes qui doivent être absorbées avec les revenus mensuels, toute famille peut économiser au moins 5% des revenus bruts. Il est courant de nos jours que les familles acquièrent des voitures avec des paiements mensuels qui représentent une dépense disproportionnée par rapport à leurs revenus. Un homme avec les revenus de Ford n'a pas besoin d'acheter une voiture Studebaker. Il devrait freiner ses désirs et se contenter d'une Ford. Beaucoup d'hommes célibataires dépensent tous leurs revenus et s'endettent souvent en raison de voitures qui ne correspondent pas à leurs revenus. Cette pratique commune est fatale pour le succès dans la mesure où l'indépendance financière peut être considérée comme une partie du succès. Depuis le début de la Première Guerre mondiale, il y a eu une demande constante pour pratiquement tout ce qui est fabriqué aux États-Unis, et cette condition de prospérité a conduit les gens à tomber dans un état de dépenses négligentes et injustifiées. Il n'y a aucune vertu à suivre le rythme des voisins lorsque cela signifie sacrifier l'habitude d'économiser une partie régulière des revenus. Il est beaucoup préférable à long terme d'être considéré comme un peu démodé que de passer la jeunesse, la maturité et finalement la vieillesse sans avoir acquis l'habitude de l'épargne systématique. Il vaut mieux sacrifier pendant la jeunesse que d'être obligé de le faire pendant la maturité, comme doivent le faire généralement tous ceux qui n'ont pas développé l'habitude de l'épargne. Il n'y a rien d'aussi humiliant, avec autant d'agonie et de souffrance, que la pauvreté dans la vieillesse, lorsque les services personnels ne sont plus marchandables et que l'on doit faire appel aux parents ou aux institutions de bienfaisance pour subsister. Toutes les personnes, qu'elles soient mariées ou célibataires, devraient maintenir un système budgétaire. Mais aucun système budgétaire ne fonctionnera si la personne qui tente de le maintenir manque de courage pour réduire les dépenses dans des postes tels que les divertissements et les loisirs. Si l'on se sent si faible de volonté qu'on pense nécessaire de suivre le rythme des Smiths avec lesquels on est socialement en contact et dont les revenus sont supérieurs aux siens, ou si l'on dépense tous ces revenus de manière insensée, alors aucun système budgétaire ne peut aider. Acquérir l'habitude de l'épargne signifie qu'à un certain point, au moins, vous devez vous isoler de tous, sauf d'un grand groupe soigneusement sélectionné d'amis qui vous apprécient sans nécessité de divertissement élaboré de votre part. Admettre que l'on manque de courage pour réduire les dépenses et économiser, même une petite somme, équivaut à admettre en même temps un manque du type de caractère qui mène au succès. Il a été démontré à maintes reprises que les personnes qui ont acquis l'habitude d'économiser de l'argent ont toujours la préférence pour les postes à responsabilité.
Par conséquent, l'économie d'argent n'ajoute pas seulement des avantages à la nature de l'emploi préféré et aux comptes bancaires plus importants, mais elle augmente également la capacité de gain réelle. Tout entrepreneur préférerait embaucher une personne qui économise de l'argent régulièrement, non pas simplement parce que cette personne économise de l'argent, mais en raison de toutes les caractéristiques qui la rendent plus efficace. De nombreuses entreprises ne embauchent pas un homme ou une femme qui ne économise pas d'argent. Il devrait être courant pour toutes les entreprises d'exiger de tous les employés qu'ils économisent de l'argent. Cela serait une bénédiction pour des milliers de personnes qui, autrement, n'auraient pas la volonté d'acquérir l'habitude de l'épargne. Henry Ford a parcouru un long chemin, peut-être aussi loin qu'il est pratique pour inciter ses employés non seulement à économiser leur argent, mais aussi à dépenser judicieusement ce qu'ils dépensent et à vivre sainement et économiquement. L'homme qui incite ses employés à acquérir l'habitude de l'épargne est un philanthrope pratique. Les opportunités qui se présentent à ceux qui ont économisé de l'argent sont nombreuses. Il y a quelques années, un jeune est arrivé à Philadelphie en provenance du district agricole de Pennsylvanie et a commencé à travailler dans une imprimerie. Un de ses collègues de travail détenait des actions dans une entreprise de construction et de prêt et avait adopté l'habitude d'économiser 5 $ par semaine grâce à cette association. Ce jeune homme a été influencé par son collègue pour ouvrir un compte à la Building and Loan Company. Au bout de 3 ans, il avait économisé 900 $. L'imprimerie pour laquelle il travaillait a connu des difficultés financières et était sur le point de faire faillite. Il est venu à la rescousse avec ses 900 $ économisés en petite quantité. En retour, on lui a donné la moitié de la participation dans l'entreprise, lançant ainsi un système d'économie étroite. Il a aidé l'entreprise à rembourser ses dettes et aujourd'hui, il en retire, en tant que moitié des bénéfices, un peu plus de 25 000 $ par an. Cette opportunité n'aurait jamais été possible, ou du moins, il n'aurait pas été prêt à en profiter s'il n'avait pas acquis l'habitude d'économiser de l'argent. Lorsque l'automobile Ford a été perfectionnée au cours de ses premiers jours d'existence, Henry Ford avait besoin de capital pour promouvoir la fabrication et la vente de sa production. Il s'est tourné vers quelques amis qui avaient économisé quelques milliers de dollars, dont le sénateur Cousins. Ses amis sont venus à son secours, ont investi quelques milliers de dollars avec lui et ont ensuite réalisé des millions de dollars de bénéfices. Lorsque Woolworths a lancé son plan de magasin à 5 et 10 cents, il n'avait pas de capital, mais il a fait appel à quelques amis qui avaient économisé grâce à une économie étroite et à un grand sacrifice quelques milliers de dollars. Ses amis ont misé sur lui et ont ensuite récupéré des centaines de milliers de dollars de bénéfices. Van Housen, célèbre pour ses cols souples, a conçu l'idée de produire un col semi-rigide pour hommes. Son idée était bonne, mais il n'avait pas un sou pour la promouvoir. Il s'est tourné vers quelques amis qui avaient seulement quelques centaines de dollars, qui lui ont donné une chance et le col les a enrichis chacun. Les hommes qui ont lancé l'entreprise de cigarettes n'avaient que peu de capital, mais ils avaient de l'argent économisé de leurs maigres gains de tabac. Ils avaient une bonne idée et savaient comment faire un bon cigare, mais l'idée aurait été morte si elle n'avait pas été sauvée par un peu d'argent économisé avec leurs maigres économies. Ils ont lancé le cigare et quelques années plus tard, ils ont vendu leur entreprise à l'American Tobacco Company pour 8 millions de dollars. Derrière pratiquement toute grande fortune, on peut trouver comme principe un habitué bien développé d'économiser de l'argent. John D. Rockefeller était un simple comptable qui a conçu l'idée de développer l'industrie pétrolière. Mais à l'époque, cela n'était même pas considéré comme une industrie. Il avait besoin de capital, et comme il avait développé l'habitude d'économiser et démontré qu'il pouvait conserver les fonds des autres, il n'a eu aucune difficulté à emprunter l'argent dont il avait besoin. On peut affirmer que la véritable base de la fortune des Rockefeller est l'habitude d'économiser de l'argent que M. Rockefeller a développé tout en travaillant comme comptable avec un salaire de 40 $ par mois. James G. Hill était un jeune pauvre qui travaillait comme télégraphiste avec un salaire de 30 $ par mois. Il a conçu l'idée du Great Northern Railway System,
mais son idée n'était pas proportionnée à sa capacité financière. Cependant, il avait acquis l'habitude d'économiser de l'argent, et avec le maigre salaire de 30 $ par mois, il avait économisé assez pour couvrir ses dépenses lors d'un voyage à Chicago où il a intéressé les capitalistes au financement de son projet. Le fait qu'il avait lui-même économisé de l'argent avec un petit salaire était considéré comme une bonne preuve qu'il serait un homme sûr à qui confier l'argent des autres. La plupart des hommes d'affaires ne confieront pas leur argent à un autre homme, à moins qu'il n'ait prouvé sa capacité à en prendre soin et à l'utiliser judicieusement. Bien que souvent embarrassant pour ceux qui n'ont pas développé l'habitude de l'épargne, c'est très pratique. Un jeune homme travaillant dans une imprimerie à Chicago voulait ouvrir une petite imprimerie et apprendre un métier par lui-même. Il s'est adressé au directeur d'une imprimerie et lui a exposé ses besoins, disant qu'il souhaitait un crédit pour une imprimerie ainsi que des caractères et d'autres équipements de petite taille. La première question que lui a posée le directeur était s'il avait économisé de l'argent lui-même. Il l'avait fait à partir de son salaire de 30 $ par semaine, économisant régulièrement 15 $ par semaine pendant près de 4 ans. Il a obtenu le crédit qu'il voulait et a ensuite obtenu plus de crédit jusqu'à ce qu'il ait aujourd'hui construit l'une des imprimeries les plus prospères de la ville de Chicago. Son nom est George Williams et il est bien connu, tout comme les faits exposés ici par l'auteur de ce cours. De nombreuses années après cet incident, l'auteur de ce cours a fait la connaissance de M. Williams. À la fin de la guerre, en 1918, l'auteur s'est tourné vers M. Williams et lui a demandé un crédit de plusieurs milliers de dollars pour publier le magazine Golden. La première question qui lui a été posée était s'il avait acquis le goût de l'économie. Même si tout l'argent qu'il avait économisé avait été perdu pendant la guerre, le simple fait d'avoir développé l'habitude d'économiser était la véritable base sur laquelle j'ai obtenu un crédit de plus de 30 000 $. Des opportunités se présentent à chaque coin de rue, mais elles n'existent que pour ceux qui ont de l'argent prêt ou qui peuvent en obtenir parce qu'ils ont développé l'habitude de l'économie et les autres caractéristiques qui vont avec la formation de l'habitude de l'économie, connue sous le terme général de caractère. Le défunt J.P. Morgan a déclaré un jour qu'il préférerait prêter 1 million de $ à un homme de caractère solide qui aurait développé l'habitude de l'économie qu'à 1 000 $ à un homme sans caractère qui serait un prodigue en général. C'est l'attitude que le monde adopte envers tous les hommes qui économisent de l'argent. Il arrive souvent qu'un petit compte d'épargne de 200 ou 300 $ soit suffisant pour commencer le chemin vers l'indépendance financière. Il y a quelques années, un jeune inventeur a créé un article domestique unique et pratique. Comme cela arrive souvent avec les inventeurs, il a été lésé parce qu'il n'avait pas d'argent pour commercialiser son invention. De plus, n'ayant pas acquis l'habitude de l'économie, il lui était impossible d'obtenir un prêt auprès des banques. Son colocataire était un jeune mécanicien qui avait économisé 200 $. Il est venu en aide à l'inventeur avec cette petite somme d'argent, a fait fabriquer suffisamment d'articles pour qu'il puisse commencer, sont sortis et ont vendu de porte à porte la première fournée. Ensuite, ils sont revenus et ont fait faire une autre fournée, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils aient accumulé, grâce à l'économie et à la capacité d'économiser du colocataire, un capital de 1 000 $. Avec cela et quelques crédits qu'ils ont obtenus, ils ont acheté les outils pour fabriquer leurs propres produits. Le jeune mécanicien a vendu sa moitié de participation dans l'entreprise 6 ans plus tard pour 250 000 $. Il n'aurait jamais manié cette somme d'argent pendant toute sa vie s'il n'avait pas développé l'habitude d'économiser, ce qui lui a permis de venir en aide à son ami inventeur. Ce cas pourrait être publié 1000 fois avec une légère variation dans les détails, car il décrit assez bien le début de nombreuses grandes fortunes qui ont été faites et se font actuellement aux États-Unis. Cela peut sembler triste et cruel, mais cela reste un fait. Si vous n'avez pas d'argent et que vous n'avez pas développé l'habitude de l'économie, vous avez de la malchance en ce qui concerne la possibilité de gagner de l'argent. Il n'est pas superflu de répéter, en fait, cela devrait être répété encore et encore, que le véritable début de presque toutes les fortunes, qu'elles soient grandes ou petites, est la formation de l'habitude d'économiser de l'argent.
Assurez-vous que ce principe fondamental est solidement ancré dans votre esprit et vous serez bien engagé sur la voie de l'indépendance financière. Il est triste de voir un homme avancé en âge se condamner lui-même à la ruine épuisante du dur labeur tous les jours de sa vie parce qu'il a négligé l'habitude d'économiser de l'argent. Pourtant, il y a des millions d'hommes vivant ainsi rien qu'aux États-Unis aujourd'hui. Le meilleur de la vie est la liberté. Il ne peut y avoir de véritable liberté sans un degré raisonnable d'indépendance économique. Il est terrible d'être obligé d'être à un endroit donné, à une tâche donnée, peut-être une tâche que l'on n'aime pas, pendant un certain nombre d'heures, tous les jours ouvrables de la semaine, toute la vie. D'une certaine manière, c'est comme être en prison, car les options d'action sont toujours limitées. En réalité, ce n'est pas mieux que d'être en prison avec le privilège d'une pelle. Et d'une certaine manière, c'est même pire, car l'homme qui est en prison est libéré de la responsabilité de fournir un endroit pour dormir, quelque chose à manger et des vêtements à porter. La seule issue pour échapper à ce travail à vie qui entrave la liberté est de former l'habitude d'économiser de l'argent, puis de vivre selon cette habitude, peu importe les sacrifices que cela peut exiger. Il n'y a pas d'autre solution pour des millions de personnes, et à moins que vous ne soyez l'une des rares exceptions, cette leçon et toutes les déclarations de fait sont destinées à vous et s'appliquent à votre vie. Ni un emprunteur ni un prêteur soit, car souvent le prêt est perdu à lui-même et à l'ami, et le prêt envoie le fil du labourage. C'est surtout, sois fidèle à toi-même, et cela doit suivre comme la nuit le jour, tu ne peux pas alors être faux avec aucun homme. Shakespeare. Merci beaucoup pour votre visite.